droit et ventricule gauche. Au niveau de l'oreillette droite, nous avons ce qu'on appelle le nœud sinusal, situé au niveau du toit de l'oreillette. C'est le nœud de Kessler. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui gère l'activité électrique du cœur. Donc, au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire, nous avons ce qu'on appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Par la suite, il donne naissance au faisceau de His qui se divise en branche droite et branche gauche destinées pour le ventricule droit et le ventricule gauche. Et c'est ce système électrique qui va donner l'activité électrique du cœur. Sur le plan physiologique, notre activité électrique née au niveau du nœud sinusal passe à travers la jonction sino-auriculaire vers l'oreillette droite puis l'oreillette gauche, puis vers le nœud auriculo-ventriculaire. Une fois arrivé au nœud auriculo-ventriculaire, nous avons la dépolarisation des oreillettes qui est déjà faite et le flux qui va traverser le nœud vers le faisceau de His, puis vers les deux branches, droite et gauche, pour ainsi entraîner la dépolarisation du ventricule droit et du ventricule gauche. Donc c'est ainsi que le flux nerveux est transmis à l'intérieur du cœur. Donc c'est important de faire ces rappels pour comprendre et pouvoir interpréter l'électrocardiogramme. Donc quels sont les principes de base sans lesquels il est impossible d'interpréter un ECG? Donc on rappelle la notion de dipôle. Donc ici sur cette image nous avons la fibre myocardique. Donc au niveau du cœur on a plusieurs fibres myocardiques. Dans chaque fibre myocardique nous avons une partie qui est dépolarisée, qui est plutôt polarisée au repos, donc chargée négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. Lorsque l'influx nerveux arrive, la fibre commence à se dépolariser, donc elle va changer de polarité, elle va être plutôt positive à l'intérieur et négative à l'extérieur. Et de ce fait-là, notre fibre myocardique présente deux dipôles, donc deux parties, une partie négative et une partie positive, et c'est ce qu'on appelle le dipôle. Donc c'est ce système qui est composé de deux charges électriques négatives et positives. Donc au niveau du cœur, donc au niveau des deux oreillettes, nous avons plusieurs fibres myocardiques. L'ensemble de ces fibres myocardiques, chacune a son dipôle. Donc on va essayer de rassembler l'ensemble des dipôles pour avoir un seul vecteur. C'est le vecteur de dépolarisation auriculaire que vous voyez ici. La même chose pour le ventricule. L'ensemble des vecteurs donne un seul vecteur, c'est le vecteur de dépolarisation ventriculaire. Donc, en ce qui concerne les électrodes qu'on place en périphérie, ils vont pouvoir détecter cette activité électrique. Si l'électrode voit venir la dépolarisation, on aura sur l'ECG une onde plutôt positive, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la ligne de base électrique. Et si au contraire, l'électrode, il est par exemple ici, et il voit partir la dépolarisation, dans ce cas-là, on va voir une onde qui est négative. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, aussi, pour les principes de base, je rappelle l'hypothèse d'Enthoven. Donc, M. Enthoven a imaginé que le corps est constitué et est un milieu conducteur homogène. Donc, au niveau du cœur, donc nous avons, on peut imaginer une sorte de triangle qui est formé par, donc les sommets sont situés au niveau de l'épaule droite, l'épaule gauche et la jambe gauche. Donc, et au centre de ce triangle, nous avons le cœur avec ses dipôles donc, et ses vecteurs. Ainsi, on va essayer de traduire ces vecteurs sur ces dérivations qu'on va voir là. Donc, on va voir comment on va essayer de mettre les dérivations sur le patient. Donc, comment on réalise le CG? De la même façon chez l'adulte, le CG chez l'enfant se réalise donc en essayant de lire les dérivations. Comment on obtient les dérivations? Déjà, on a deux sortes de dérivations. Les dérivations périphériques ou frontales. Donc, si vous vous rappelez le CG 12 dérivations, nous avons 6 dérivations périphériques et 6 dérivations précordiales. Donc, pour les dérivations périphériques, comme leur nom indique, ça veut dire périphérique au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs, et ils vont permettre d'étudier le cœur dans son plan frontal. Donc, on va les placer sur les membres. La particularité chez les enfants qui sont généralement agités, on peut les placer sur les extrémités du torse. Donc, ce n'est pas la peine de les placer sur les extrémités des membres. Sur les extrémités de torse, ça permet de réduire le parasitage. Donc, on a deux sortes de dérivations périphériques, 3 dérivations bipolaires et 3 dérivations unipolaires. Bipolaire, ça veut dire qu'ils vont de deux pôles. Donc, on a la dérivation D1 qui va de l'épaule droite vers l'épaule gauche. On a la dérivation D2 de l'épaule droite vers la jambe gauche et la dérivation D3 de l'épaule gauche vers la jambe gauche. Donc, c'est les dérivations bipolaires. On va voir la partie initiale de l'ECG. Juste au-dessous, on aura les dérivations unipolaires. Unipolaires, ça veut dire qu'ils vont du centre de notre triangle vers les différents pôles qu'on vient de voir. Donc, vers le pôle droit, c'est AV right, vers le pôle gauche, c'est AV left, et vers le pied, c'est AV foot. Donc, si on réunit l'ensemble de ces dérivations, on va obtenir ce qu'on appelle le double triaxe de Bailey. Donc, il est très très important de comprendre ce double triaxe
C'est ce qui va nous permettre de recueillir l'axe du cœur et de voir la polarité des différentes ondes sur le CG. Donc le double triaxe, c'est tout simplement ces dérivations on a essayé de faire une sorte de translation. Donc la D3, on l'a mis ici, et ça nous a donné T1, T2 et T3. Et puis les dérivations unipolaires, on les a posées au niveau du centre, et ça nous a donné AVR, AVLF, AVFoot, et c'est ce qu'on appelle le double triaxe de Bailey. Donc voilà, pour la réalisation de l'ECG, donc on a dit que les dérivations périphériques, on les pose sur les membres en périphérie. Donc vous vous rappelez de la règle du rouge, rien ne va jamais. Donc rouge, noir, vert, jaune, en commençant par la main droite. D'accord? Donc pour le noir, tout à l'heure on a vu qu'il y a uniquement la jambe gauche. Le noir c'est juste un filtre donc qu'on place pour ne pas se tremper. En ce qui concerne les 6 autres dérivations, c'est les dérivations précordiales qu'on place au niveau du précordium. Donc je rappelle la position des différentes dérivations. V1 est placé au niveau du 4e espace intercostal en parasternal droit. V2 au niveau du 4e espace intercostal en parasternal gauche. Et puis on passe directement à la V4 qui est placée au niveau de la ligne médioclaviculaire. Donc elle est là la clavicule, donc la ligne médioclaviculaire généralement au sous-mamelonnaire. Et puis nous avons la V3 qui est placée entre la V2 et la V4. La V5 au niveau de la ligne axillaire antérieure, donc à côté de la V4, et la V6 au niveau de la ligne axillaire moyenne. Donc chez les enfants, quelle est la particularité lors du positionnement des électrodes? Donc généralement, ce n'est pas suffisant. Les six dérivations précordiales ne sont pas suffisantes. On rajoute 2 autres dérivations pour explorer les cavités droites du cœur. Donc il faut obligatoirement rajouter la V3R et la V4R. Donc ils sont en parallèle, donc une image en miroir par rapport à la V3 qui est située à gauche, la V3R de l'autre côté et la V4R de l'autre côté. Donc, et on va voir pourquoi il est important d'explorer le ventricule droit chez les tout petits. Donc voilà, après avoir vu les différentes dérivations, donc comment se constitue notre ECG? Donc on a dit que le tracé des dérivations D1, D2, D3 qu'on aura sur le CG sera rapporté par rapport au vecteur instantané au centre du double triaxe de Bailey. Donc on a dit tout à l'heure qu'on a un vecteur de dépolarisation auriculaire, un vecteur de dépolarisation ventriculaire, et on va essayer de rapporter ces vecteurs sur les différentes dérivations. Et on a dit qu'à chaque fois que le vecteur voit venir la dépolarisation, on aura une onde positive, et à chaque fois qu'il la voit partir, on aura une onde négative. Donc comment se fait l'enregistrement de l'ECG pour les adultes comme pour les enfants, sur un papier millimétré? Donc il faut toujours vérifier les vitesses. Il faut que la vitesse de déroulement du papier qui est vérifiée sur la machine soit de 25 mm par seconde. Donc voilà, elle est généralement marquée sur le CG en haut ou en bas. Donc de telle façon à ce qu'un petit 1 mm qui correspond à un petit carreau est égal à 0,04 secondes. C'est très important de vérifier l'étalonnage, sinon on ne pourra pas interpréter correctement notre CG. Donc on sait que ce qui concerne l'amplitude, 10 mm et généralement doit être égal à 1 millivolt. Donc on aura cet aspect de comme ça, donc 2 grands carreaux, c'est 10 mm, donc un grand carreau c'est 5 mm, 2 grands carreaux c'est 10 mm, et normalement ces 10 mm doivent être égal à 1 millivolt. Parfois on est amené à interpréter des ECG où on a juste, par exemple, 5 mm est égal à 1 millivolt, on a l'impression que le CG est microvolté. C'est juste une erreur d'étalonnage. Donc, pour décrire le CG chez l'enfant, on commence déjà par décrire le CG chez l'adulte. Et on va voir par la suite les particularités de l'électrocardiogramme chez l'enfant. Donc, avant l'interprétation de tout ECG, il faut vérifier les critères de qualité, tout comme la radiothorax. Donc, les critères de qualité de l'ECG, le premier critère, c'est l'absence de défaut d'étalonnage. Donc, je viens d'en parler. La vitesse de déroulement qui doit être de 25 mm par seconde et l'amplitude qui doit être de 10 mm par millivolt. Il faut qu'il n'y ait pas une inversion des fils. Donc, généralement, c'est nous qui font l'ECG. Sinon, si on a un ECG interprété, il faut voir l'onde P qui doit être positive partout, sauf en AVR. Pourquoi en AVR, elle est négative? Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc la VR, c'est l'unique dérivation qui va dans le sens contraire. Donc, on a dit tout à l'heure que le vecteur de dépolarisation ventriculaire, il se dirige en bas et à gauche, alors que la VR se dirige en haut et à droite. Donc, automatiquement, l'onde P sera négative en AVR. Donc, l'absence d'inversion des fils, je viens d'en parler, et la stabilité de la ligne de base. On ne peut pas interpréter un ECG qui est parasité. Il faut que la ligne de base soit stable, soit sur la ligne isoélectrique.
C'est difficile à dire, mais c'est difficile à appliquer. Pour les enfants, ils sont généralement agités. On a 9 à 14% des ECG qui sont réalisés au service des urgences qui sont ininterprétables pour des raisons techniques, donc ils sont agités. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux poser les électrodes au niveau des extrémités du torse. Sinon, les sédater. Donc, pour l'interprétation de l'ECG, je rappelle que pour la dépolarisation auriculaire, elle correspond à l'onde P sur l'ECG. C'est la dépolarisation auriculaire. L'espace PR, en jaune, c'est la conduction auriculo-ventriculaire. Donc, c'est l'espace entre les oreillettes et c'est le temps qui est nécessaire pour le passage du flux de l'oreillette vers le ventricule. Le complexe QRS correspond à la contraction des oreillettes, donc des ventricules, excusez-moi, donc la dépolarisation des ventricules. Et le segment ST et l'onde T correspondent à la repolarisation des ventricules. Donc voilà, en comprenant donc la correspondance de chaque onde, on pourra savoir à chaque fois l'anomalie, qu'est-ce qu'elle cache derrière. Donc, lors de l'interprétation de l'ECG, on a des étapes à suivre. Il faut être systématique pour ne rien oublier. Donc la première étape, à chaque fois qu'on a un ECG entre les mains, on vérifie, j'ai dit l'étalonnage, les vitesses de déroulement, le nom du patient, la date de la réalisation, et on commence par voir le rythme. La première question qu'on pose, est-ce que le rythme est régulier ou pas? Donc c'est simple, un rythme régulier, c'est un rythme où l'on a des espaces RR qui sont réguliers. Ça c'est l'onde R et ça c'est l'onde R. Donc l'espace RR c'est ça. Donc il doit être normalement égal dans les différentes dérivations. Si on a des espaces RR qui sont irréguliers, comme c'est le cas ici, donc c'est un rythme qui est irrégulier. Le rythme irrégulier le plus fréquent étant la fibrillation auriculaire. Deuxième question pour le rythme, est-ce qu'il est sinusal ou pas? Comment va-t-on savoir si le rythme est sinusal et pourquoi il est important de savoir que le rythme est sinusal? Donc j'ai dit tout à l'heure que c'est le nœud sinusal situé au niveau du toit de l'oreillette droite qui normalement gère et génère le flux électrique du cœur. Et normalement, c'est à ce niveau-là que naît le flux électrique. Parfois, on peut avoir des aberrations, donc on est obligé de savoir si le flux naît au niveau du nœud sinusal ou pas. Comment on sait ça? Donc c'est simple. Donc, on a dit que le nœud, il est là, il est au niveau. Donc vous imaginez le cœur derrière ce double triaxe de Bailey. Donc le nœud sinusal, il est là. Donc normalement, l'onde P, c'est l'onde de dépolarisation auriculaire, elle est dirigée en bas et à gauche. Donc elle sera positive au niveau de T1, T2 et AVF, parce que ça se dirige dans le même sens que T1, T2, AVF. Donc voilà, on a l'onde de P qui est positive en T1, T2 et en AVF. Par contre, au niveau de la dérivation AVR, elle doit être négative, donc c'est le cas. Voilà, notre AVR, elle est négative. Donc pour tout à l'heure, j'ai dit, je réexplique puisqu'on a cet ECG devant nous, on a dit que le CG est généralement composé de 12 dérivations. Voilà, donc on a 6 dérivations périphériques et 6 dérivations précordiales. Les dérivations périphériques, voilà nos 3 dérivations bipolaires, D1, D2, D3, nos 3 dérivations unipolaires, AVR, AVL, AVF, et les 6 dérivations précordiales de V1 à V6. Et j'ai dit tout à l'heure que pour les enfants, on cède, surtout pour les nourrissants, les tout petits, on cède par la VR, la V3R et la V4R, elles ne sont pas là. Et vous voyez ici, en bas de l'ECG, généralement, on voit des bandes longues. C'est important d'avoir des bandes longues pour pouvoir détecter les troubles de rythme. Parce que sur cette partie-là, on voit uniquement 2 QRS. Ce n'est pas suffisant pour voir les troubles de rythme. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez un ECG entre les mains, vous allez voir en bas des dérivations longues. Voilà, ici on a V1, D2, V5. Généralement, on a uniquement D2. Sur les ECG, 3 pistes. Donc, qui ne nous montrent que 3 à la fin. Donc, après la question sur le rythme cardiaque, la deuxième question qui doit être posée, quelle est la fréquence de cet ECG? Donc, lorsque le rythme est régulier, c'est facile de calculer la fréquence. Il y a une règle simple qui, donc, au niveau de cet espace RR, donc entre 2 ondes R successives, on calcule le nombre de grands carreaux. Donc, ici, nous avons un grand carreau, 2 grands carreaux, 3, 4, 5. On divise 300 par le nombre de grands carreaux. Donc, 300 sur 5, ça fait une fréquence cardiaque à 60. Cette technique est valable uniquement pour les ECG où l'on a un rythme qui est régulier. Tout à l'heure, on va voir pour les rythmes irréguliers qu'est-ce qu'il faut faire. Donc après le rythme, la fréquence, on passe à l'interprétation des différentes onde par onde. Donc en ce qui concerne l'onde P, on en a parlé tout à l'heure, donc l'onde P doit être positive en D1, D3, D2, AVF. Voilà, elle est positive en D1, D2 et en AVF. Elle doit être négative en AVR.
Et en ce qui concerne sa durée et son amplitude, il ne doit pas dépasser 2 petits carreaux en largeur et 2 petits carreaux en hauteur. Si elle dépasse ça, ça veut dire qu'on a une anomalie au niveau de l'oreillette, soit qu'on a une dilatation de l'oreillette droite, soit qu'on a une dilatation de l'oreillette gauche. L'espace PR, on a dit que l'espace PR correspond à la conduction auriculo-ventriculaire. Donc l'espace PR normalement doit être de 0,12 à 0,2 secondes. Donc puisque 0,04 secondes est un petit carreau, donc l'espace PR doit être de 3 à 5 petits carreaux. Et je répète que l'espace PR se calcule du début de l'onde P au début du QRS. Donc pas de la fin de l'onde P. Donc ça c'est l'espace PR, ça ce qu'on appelle le segment PR, c'est pas important pour vous. Donc retenez que l'espace PR du début de l'onde et se calcule du début de l'onde P à la fin, au début du QRS. Et normalement il est de 0,12 à 0,2 secondes. Par contre pour les enfants de moins de 1 an, il peut être plus court à 0,10 secondes. Donc si cet espace PR est encore plus court, donc inférieur à 0,10 secondes, c'est anormal. Donc il faut chercher qu'est-ce qui fait que la conduction est trop rapide. C'est lorsqu'on a par exemple les faisceaux accessoires, on va voir ça tout à l'heure. Et lorsqu'il est trop lent, ça veut dire qu'on a un blocage de conduction entre les tâches auriculaires et les tâches ventriculaires. C'est ce qu'on appelle les blocs auriculo-ventriculaires, les BAV. Donc le complexe QRS. Le complexe QRS, donc qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Donc la première information, c'est l'axe du cœur. Il va nous donner une idée sur l'axe du cœur. Est-ce que le cœur, normalement son axe, il est gauche? Est-ce qu'il est, par exemple, droit ou hyper-gauche? Il va nous donner, donc on doit étudier sa durée, donc du début du QRS à la fin du QRS, et on doit étudier également son amplitude. Est-ce qu'il n'est pas trop petit? Est-ce qu'il n'est pas trop grand? Et à chaque fois, on va voir qu'est-ce que ça renseigne sur quoi. Donc on va voir également sa morphologie. Il peut y avoir des anomalies sur la morphologie du QRS. Et on va rechercher cette petite onde Q. Donc on va voir tout à l'heure la différence entre l'onde Q physiologique et l'onde Q pathologique. Donc l'axe du cœur, voilà, donc toujours le triangle d'Enthoven et le cœur situé à l'intérieur du triangle. Donc pour essayer d'avoir une idée sur l'axe du cœur, donc l'axe du cœur il est là, on va imaginer qu'on a une sorte de repère. Donc voilà, le repère il est constitué par T1 qui est horizontal et la VF qui est verticale. Donc vous vous rappelez des repères collège. Donc voilà, donc on va imaginer l'axe du cœur entre D1 et AVF. On va voir sur D1 comment est le QRS, sur la VF comment est le QRS, et ainsi on va déduire notre axe du cœur. Donc voilà, en D1, voilà notre QRS. On a 3 petits carreaux. Donc voilà, plus 3. Au niveau de l'onde R, il n'y a pas de choses, donc il n'y a pas de tracé au-dessous de la ligne électrique. Donc on a uniquement 3 petits carreaux qui sont positifs. Par contre, on a VF, donc ici, donc on a noté ici les 3 petits carreaux. On a VF, nous avons un petit carreau qui est négatif, donc moins 1, et nous avons 9 petits carreaux positifs, donc plus 9. Ça fera une somme de 8, donc on va tracer le 8, et la somme des deux vecteurs en D1 et en AVF va nous donner une idée sur l'axe du cœur. Donc l'axe du cœur est aux alentours de 70. Ce n'est pas obligatoire de faire tout le calcul. Généralement, il faut voir si le QRS est positif en D1 et en AVF, c'est correct. Donc le QRS, l'axe du cœur est entre 0 et 90 degrés. Par contre, si on retrouve par exemple un QRS qui est complètement inversé, qui est négatif en D1, dans ce cas-là, c'est à l'âme. Donc le QRS, donc l'axe du cœur est de l'autre côté, donc c'est un axe qui est droit. Donc il suffit juste de voir la polarité, est-ce qu'il est positif ou la négative en D1 pour avoir une idée sur l'axe du cœur. Donc la durée du QRS, normalement le QRS doit être fin, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser 0,10 secondes, donc 2 petits carreaux et demi. Il ne doit pas non plus être très fin, donc inférieur à 0,06 secondes. En ce qui concerne l'amplitude du QRS, normalement le QRS doit être supérieur à 5 mm en amplitude au niveau des dérivations frontales périphériques et supérieur à 10 mm au niveau des dérivations précordiales. Regardez avec moi cette ECG. Donc, au niveau des dérivations périphériques, vous remarquez que le QRS est tout petit, à peine s'il arrive à 4 petits carreaux, donc il est inférieur à 5 mm. C'est ce qu'on appelle le microvoltage. Donc, parfois, on obtient ce microvoltage lorsqu'on a des enfants qui sont obèses. Donc, c'est ça la graisse qui ne nous permet pas de transmettre le flux électrique, ou parfois lorsqu'on a un épanchement péricardique de grande abondance. Donc, autre que l'amplitude des QRS,
il faut savoir que le QRS nous donne une idée sur l'hypertrophie ventriculaire droite et l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc pour le ventricule droit, on l'étudie sur les dérivations droites, donc V1, V2, V3, qui sont posées plutôt à droite. Pour le ventricule gauche, on l'étudie sur les dérivations gauche, donc plutôt la V5 et la V6. Donc ici, vous voyez en V1 et V2, on a une onde R qui est plutôt ample. Donc l'onde R, c'est la première onde positive sur le QRS. Lorsqu'elle est ample, ça nous donne une idée sur le ventricule droit qui est plus développé. Donc on parle d'une hypertrophie du ventricule droit. Donc lorsqu'on a une onde R qui est supérieure à l'onde S en V1, c'est une hypertrophie ventriculaire droite. Par contre, lorsqu'on a, pour le ventricule gauche, il faut calculer un indice, c'est l'indice de Sokolov. Donc Sokolov se calcule en V1 et en V6. On additionne le S en V1, ici il est à 16 mm. OR en V5, ici il est à 20 mm. La somme des deux, elle est à 45 mm. Elle est supérieure à 35 mm. Et c'est une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, ce n'est pas très important pour vous. Retenez juste que l'amplitude ne doit pas être très... donc, des QRS ne doivent pas être trop petits. Et il ne faut pas qu'il y ait un aspect d'hypertrophie ventriculaire droite et gauche. Je rappelle que là, je suis en train de vous dire le CG normal chez l'adulte. Tout à l'heure, on va voir que chez l'enfant, c'est un petit peu différent. Donc, la morphologie des QRS, donc sur les dérivations précordiales, notre QRS change de morphologie progressivement. Nous avons une onde R positive et une onde S négative en V1 lorsqu'on est à droite. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du vecteur de dépolarisation ventriculaire, vous vous rappelez qui est ici, donc V1 est ici, V2 ici, V3 ici, V4, il est directement avec le vecteur de dépolarisation ventriculaire, et puis nous avons ici la V5 et la V6. Plus on se rapproche du vecteur de dépolarisation, plus notre onde R va grandir. On dit qu'elle pousse. Donc l'onde R pousse progressivement jusqu'à être maximale en V6. Donc ça, c'est l'aspect normal du QRS, au niveau des dérivations précordiales. Donc pour l'onde Q, c'est quoi l'onde Q? Donc c'est la première onde négative. Normalement, l'onde Q, elle est visible en D3, en V5, V6. Elle est toute petite et ne doit pas dépasser le 1/5 de l'onde R. Donc on mesure le 1/5 de l'onde R, elle doit être inférieure au 1/5. Si on a des ondes Q qui sont profondes, qui sont trop importantes, c'est ce qu'on appelle les ondes Q de nécrose. Ça veut dire que le patient a déjà nécrosé certaines cellules myocardiques. Le segment ST, normalement, est censé être isoélectrique. Donc le segment ST, c'est de la fin du QRS au début de l'onde T. Normalement, il est censé être sur la ligne de base. Donc il est censé être isoélectrique. Le début du segment ST, vous voyez, il est ici, au niveau du point J, donc sur la ligne isoélectrique. Si on a un sous-décalage, donc un point J qui est inférieur à la ligne isoélectrique, c'est anormal. Si l'on a un sus-décalage, c'est anormal. L'onde T, par contre, nous donne une idée sur la repolarisation ventriculaire. Donc l'onde T doit être positive partout, donc en V2, V3, V4, V5, V6, dans toutes les dérivations, sauf en AVR, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'AVR, c'est la seule dérivation qui va dans le sens contraire, elle est fâchée. Et puis en V1, on peut avoir des ondes T qui sont biphasiques. Vous voyez, une partie qui est positive et une partie négative, c'est tout à fait normal. Donc l'onde T doit être positive partout, sauf en AVR et plus ou moins en V1. Et elle est asymétrique, vous voyez qu'elle a une pente qui est plutôt lente, un sommet mousse, et puis la descente elle est plus rapide. Et les ondes T normales ne doivent pas être trop amples. Donc voilà des entités qui sont anormales. Vous voyez les entités qui sont très amples, c'est anormal. Ça peut nous évoquer un syndrome coronarien aigu en constitution ou bien des troubles de la kaliémie. Et puis vous voyez ici des entités qui sont négatives, pas en V1 et en AVR, mais on a plutôt des entités négatives en V4, V5, V6. C'est aussi signe d'une ischémie débutante. Donc l'intervalle QT, du début du QRS à la fin de l'onde T, nous donne une idée sur la repolarisation ventriculaire et sur la conduction intraventriculaire. Cet intervalle doit être toujours corrigé, donc il ne suffit pas de calculer l'intervalle QT, mais il faut le corriger en le rapportant sur la fréquence cardiaque. Lorsqu'on a une fréquence cardiaque qui est rapide, c'est automatique qu'on a un intervalle QT qui est plus court. Lorsqu'on a un patient qui est bradycarde, c'est normal qu'on ait un QT plus lent, donc il faut le corriger en rapportant le QT sur la racine carrée de l'espace RR. Donc les territoires, le CG nous donne, on n'interprète jamais une seule dérivation, il faut voir un territoire. Donc les dérivations qui nous donnent des territoires systématisés, nous avons la T1 et la VL,
il nous donne une idée. Donc, vous vous rappelez, c'est le cœur, il est ici. Donc, D1 AVN nous donne une idée sur le territoire latéral haut. V6, V5 sur le territoire latéral bas. V1, V2, V3, c'est le territoire antérieur et antéro. Donc, antéro, septo, apical. Donc, notre cœur, il est là. Donc, antéro, septo, voilà le septum, apical, de V1 à V4. V5, V6, c'est le latéral bas. Et D1 à VS, c'est le latéral haut. Et lorsqu'on a des anomalies sur l'ensemble de ces dérivations, on a ce qu'on appelle une atteinte sur le territoire antérieur étendu. Donc, passons aux choses sérieuses. Quelles sont les particularités de l'ECG chez l'enfant, maintenant qu'on a vu l'ECG normal chez l'adulte? Donc, à la naissance, il faut savoir que chez le nouveau-né, il y a une prédominance du ventricule droit par rapport au ventricule gauche. Ceci est dû au fait que la circulation fœtale repose beaucoup plus sur le ventricule droit, donc en intra-utérin. Dès après la naissance, donc on a le ventricule droit qui est toujours hypertrophié, et on aura cette impression que le ventricule droit est malade, alors qu'il n'est pas malade. C'est juste le ventricule droit qui est hypertrophié, qui va ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire droite physiologique. Donc tout à l'heure, on a vu l'aspect de l'hypertrophie ventriculaire droite. On la visualise au niveau de V1 et V2. Comment on sait qu'on a une hypertrophie? C'est lorsqu'on a des ondes R qui sont trop amples par rapport aux ondes S. Donc l'onde R qui est supérieure à l'onde S. R sur S supérieure à 1. Donc c'est une hypertrophie ventriculaire physiologique. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal aussi sur cette ECG? Vous voyez les ondes T qui sont négatives en V1, V2, V3. Donc normalement, il ne faut pas qu'il y ait des ondes T négatives. Mais lorsqu'on a une hypertrophie ventriculaire droite, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle les troubles de repolarisation secondaires à cette hypertrophie ventriculaire. Donc retenez que cet aspect est normal chez un nouveau-né, il n'est pas normal chez un adulte. Donc chez un nouveau-né de moins de 1 an, c'est normal d'avoir une hypertrophie ventriculaire droite physiologique avec des troubles de repolarisation secondaire. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'anormal? C'est la fréquence cardiaque. Si vous voyez notre fréquence cardiaque, on essaye de mesurer l'espace RR, il y a uniquement deux grands carreaux à peu près. Donc 300 sur 2, ça fait 150, c'est quand même rapide. Pour un adulte, c'est une tachycardie. Pour un enfant, ce n'est pas une tachycardie, c'est tout à fait normal. Pour un nourrisson, c'est tout à fait normal d'avoir une tachycardie sinusale. Donc ça, c'est à la naissance. Avec l'âge, plus l'enfant va grandir, plus l'axe du cœur va se déplacer. Donc je reviens déjà sur la première photo. Donc je n'ai pas parlé de l'axe du cœur. Donc l'axe du cœur, si vous essayez de calculer, donc vous voyez, D1 a un QRS qui est négatif. Donc il est là, en D1 là. Et AVF, un QRS qui est ici. Donc vous voyez, c'est un axe droit. C'est normal, puisqu'on a une hypertrophie droite, on va avoir un axe qui est droit. C'est physiologique chez un nouveau-né. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'axe du cœur va se déplacer progressivement vers la normale, c'est-à-dire vers le côté gauche. Au niveau des dérivations précordiales, donc de V1 à V6, l'onde R va changer d'aspect. Donc tout à l'heure, on avait une onde R qui est plutôt ample. Voilà notre onde R qui était ample en V1. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette onde R va devenir de plus en plus petite. La fréquence cardiaque va diminuer progressivement avec l'âge. La durée des ondes et des intervalles va augmenter petit à petit parce que l'enfant il était tachycarde, les ondes elles étaient plutôt courtes. Au fur et à mesure que la fréquence se ralentisse, la durée des ondes augmente. Et l'onde T qui était négative au niveau de V1, V3, V1, V2, V3 deviennent positives à l'âge à peu près de 13-14 ans. Donc voilà, un nouveau-né, donc l'axe du cœur il est dévié à droite, c'est tout à fait normal. Avec l'âge, donc dès par exemple 1 an, il commence à retourner vers son état normal, donc le ventricule gauche va prendre la relève et le ventricule droit va regagner sa forme normale, donc il va être pas aussi développé que le ventricule gauche. Automatiquement sur le CG, on aura des ondes R qui étaient plutôt amples donc en V1 à la naissance, qui vont devenir de plus en plus petites donc, et regagner l'aspect normal comme chez l'adulte. En V6, le contraire, donc les ondes R étaient petites et vont grandir progressivement. Donc ça, c'est l'aspect de l'ECG normal chez l'adulte. Donc voilà, ce tableau, il réunit un petit peu l'ensemble des anomalies, non pas des anomalies, mais des variations physiologiques chez les nouveau-nés. Donc avec l'âge, vous remarquez que la fréquence cardiaque diminue. Donc la normale peut aller jusqu'à 180, si vous voyez ici. Donc fréquence cardiaque normale. 180, c'est normal pour un enfant, pour un nouveau-né
chez vous, enfants de 1 à 6 mois. Ce que tu voulais, les nourrissons. De 1 à 6 mois, donc c'est normal. 180 degrés, 180 battements. Et au fur et à mesure qu'il grandit, donc nous allons avoir retourné à la fréquence cardiaque normale, donc de 60 à 100 chez l'adulte. Notre onde R qui était ample en V1 va diminuer progressivement, devenir de plus en plus petite. Vous voyez, de 0,5 à 0,1. Et notre onde R en V6 qui va augmenter de taille. Donc c'est juste une répétition. Donc après les anomalies non pas les anomalies, mais les variations qu'on retrouve chez les nouveau-nés, on passe à une variation aussi physiologique retrouvée chez les enfants, c'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Donc si vous essayez d'interpréter cet ECG, on refait les étapes de tout à l'heure. Donc nous avons un rythme qui est irrégulier, donc ça frappe à l'œil, c'est un rythme qui est irrégulier, les espaces RR ne sont pas réguliers. On va se dire que c'est pas normal, mais on va passer à la deuxième question, est-ce qu'il est sinusal ou pas? Donc on va voir l'onde P l'onde P en, je ne vois rien du tout, l'onde P en D1, D2 et AVF, je pense qu'elle est là, elle est positive, en D1, D2, AVF, par contre en AVR, elle est négative. Et chaque onde P est suivie par un QRS, chaque QRS est précédé par une onde P, donc c'est un rythme qui est plutôt sinusal. Mais pourquoi il est irrégulier? Donc la réponse est là, c'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Chez les tout petits, on a une hyperactivité vagale. Donc le système vague, il est hyperactif. Avec la respiration, la fréquence cardiaque change et c'est physiologique. Donc à chaque fois qu'il expire l'enfant, donc nous avons la fréquence qui ralentit. Voilà, et ça reprend, et c'est normal. Les extrasystoles auriculaires. Donc, chez l'adulte, les extrasystoles auriculaires dérangent et donc le patient ressent des palpitations, il faut les explorer. Par contre, chez les enfants, déjà, c'est quoi une extrasystole auriculaire? C'est un battement qui est prématuré. Donc, regardez ici, nous avons QRS normal avec un RR qui est régulier. Et ici, nous avons un QRS plutôt prématuré. Il vient avant son temps. Donc, normalement, le QRS devait être là, mais il est là. Donc, il est prématuré. C'est un battement qui est prématuré avec une onde P prime, différente de l'onde P. Vous voyez l'onde P ici, elle est d'une certaine forme. Elle ne ressemble pas à cette onde P, c'est ce qu'on appelle une onde P prime. Donc, c'est une extrasystole auriculaire, puisqu'on a une onde P. Et après l'extrasystole, nous avons ce qu'on appelle un repos compensatoire. Donc, il faut un temps pour que le sinus redémarre. Ces extrasystoles auriculaires, elles sont assez fréquentes chez les enfants et n'ont pas de signification particulière. Donc, il faut les ignorer, sauf si, bien sûr, elles sont accompagnées de souffle à l'examen clinique. Le bloc de branche droit incomplet. Donc le bloc de branche droit incomplet, donc je rappelle tout à l'heure, on a parlé du faisceau de His, de la branche droite et de la branche gauche. La branche droite, généralement chez les enfants, elle peut être bloquée de façon partielle et ça va nous donner un aspect, donc RR' en V1, V2, puisque V1, V2 explore le ventricule droit, donc on aura cet aspect RSR' en V1 et en V2 et c'est tout à fait normal d'avoir cet aspect chez les tout petits. Le bloc auriculoventriculaire et le bloc de Winkenbach, type 1 et le bloc de Winkenbach. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'espace PR. On a dit que l'espace PR doit être normalement entre 0,12 et 0,2 millisecondes. Donc 3 à 5 petits carreaux. Lorsqu'on a un espace PR qui dépasse de 0,2 secondes, donc 200 millisecondes, par exemple ici, 6 petits carreaux, c'est un PR allongé. Donc on essaye de suivre sur les différents QRS. On voit que le PR garde la même durée sur l'ensemble des QRS. C'est ce qu'on appelle un bloc auriculoventriculaire type 1. Donc le bloc, il est bénin, ça ne dérange pas, surtout chez les enfants. On peut voir cette anomalie, on ne va pas dire anomalie, on peut voir cette variante de la normale et ça ne dérange pas. Donc on a le deuxième type de bloc auriculoventriculaire, bloc auriculoventriculaire deuxième degré, Mobitz 2. Mobitz 1, excusez-moi, c'est le Winkenbach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace PR est initialement normal, il s'allonge progressivement, vous voyez, il s'allonge, puis on a une onde P bloquée. L'onde P rouge, elle est bloquée, elle ne conduit pas. On n'a pas de QRS après, et puis ça reprend, et le PR, il s'allonge, et puis ça bloque. C'est ce qu'on appelle le BAV deuxième degré Mobitz 1, c'est aussi physiologique chez l'enfant. Donc ces blocs auriculoventriculaires ne doivent pas vous déranger sur un ECG d'un enfant. L'aspect de repolarisation précoce.
C'est quoi donc repolarisation? Qui dit repolarisation, qu'est-ce qu'on va analyser sur le CG? On va analyser le segment ST et l'onde T. On a dit tout à l'heure que le segment ST doit être isoélectrique, que l'onde T doit être positive, mais pas très ample. Vous voyez ici que nous avons quand même un sus-décalage du segment ST. Le segment ST, il est au-dessus de la ligne isoélectrique, à peu près 2 petits carreaux, c'est pas normal, et il est branché directement avec cette onde T qui est plutôt ample. Donc on a une surélévation du segment ST, suivi d'une onde T ample, c'est ce qu'on appelle un syndrome de repolarisation précoce. C'est très très fréquent chez les enfants et chez les adultes jeunes, et c'est pas du tout pathologique. Donc ça ne dérange pas. Une petite astuce pour éliminer cet aspect, si l'enfant peut faire un effort, il peut courir, peut faire le tour de la salle et vous revenez, vous refaites votre CG, ça va disparaître. Donc ça va vous permettre d'éliminer un syndrome coronarien. L'obésité, j'ai dit tout à l'heure que l'obésité empêche la conduction de l'influx. Donc on aura un microvoltage, vous voyez, donc des QRS qui sont microvoltés, qui sont inférieurs à 5 mm en périphérie. Donc c'est un microvoltage périphérique. C'est une anomalie assez fréquente chez les obèses et ça ne dérange pas, donc ça concorde avec leur obésité. Donc au total, pour faire un tout petit résumé, chez les enfants, la fréquence cardiaque rapide, même au repos, n'est pas anormale. Le rythme cardiaque sinusal et généralement sinusal, parfois on peut trouver des arythmies respiratoires. L'intervalle QT dépend de la fréquence cardiaque, il faut absolument le corriger. Et on a une prépondérance initiale électrique du ventricule droit. Donc un aspect d'hypertrophie ventriculaire droite, avec un axe qui est dévié à droite, et des ondes négatives en V1, V2, V3 et V4. Donc maintenant qu'on a vu les ECG normaux, on va brièvement voir quelques ECG pathologiques, parce que c'est impossible de voir toute la cardiologie en 30 minutes. Donc quelques ECG pathologiques qui vont nous permettre de révéler des cardiopathies chez les enfants. Donc nous avons le syndrome de QT long congénital. Donc c'est des enfants qui naissent avec un trouble de la repolarisation, c'est des anomalies au niveau des canaux, canaux potassiques et sodiques qui vont nous faire que nous allons avoir sur le CG un QT qui est quand même lent, qui dépasse 0,45, voilà, qui dépasse 0,45 secondes. Il faut bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, calculer le QT corrigé. Donc on va mesurer notre QT du début du QI jusqu'à la fin de l'onde T. On va le diviser par la racine carrée de l'espace RR. Voilà notre espace RR. Et nous allons avoir notre QT corrigé, 0,67 secondes. Donc il est supérieur à 0,45, c'est pas normal. Donc c'est un QT long congénital, il faut le reconnaître et l'adresser pour une prise en charge parce qu'il y a un très haut risque de mort subite. Donc la deuxième anomalie qu'on peut détecter sur l'ECG chez l'enfant, c'est le syndrome de VPV, Wolff-Parkinson-White. Donc c'est quoi le syndrome de Wolff-Parkinson-White? Vous voyez, qu'est-ce qui vous frappe ici? C'est la lande P, on a l'impression qu'il est collé au QRS. Mais je garde l'espace P, c'est très court. C'est à peu près 1 carreau et demi, donc un PR court. Ça veut dire que la conduction elle se fait de façon très rapide. Comment ça se fait? Nous avons un court-circuit. Le flux ne passe pas par le nœud auriculo-ventriculaire, mais plutôt par un faisceau de His qui conduit rapidement le flux et ça nous donne ce PR court. Et quoi d'autre comme anomalie? Vous voyez ici QRS qui est crocheté. C'est une onde delta. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, elle est là. C'est une onde delta qui correspond à la préexcitation. Et ça, c'est l'aspect de VPV, de Wolff-Parkinson-White. C'est une anomalie congénitale. C'est des enfants qui naissent avec un faisceau de quinte, un faisceau accessoire qui conduit rapidement le flux. Le risque, c'est qu'ils fassent des tachycardies jonctionnelles très très fréquentes. Donc généralement, c'est des enfants qu'il faut traiter, adresser pour ablation carrément, donc pour ablater le faisceau qui fait qu'on a l'anomalie. Donc troisième ECG anormal. Donc on a ici une tachycardie à QRS fin, donc c'est une tachycardie supraventriculaire, plutôt régulière. Donc chez les enfants, on peut avoir cet aspect de façon anomalique fréquente. C'est des tachycardies qui sont incessantes. Donc il peut faire la tachycardie pendant 3, 4, 5 jours et ça peut retentir sur son cœur et lui causer carrément une cardiomyopathie dilatée, comme vous voyez sur la radiothorax. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces cardiopathies disparaissent une fois que la tachycardie est arrêtée. Donc le cœur, il revient à sa taille normale. Donc c'est réversible. Et donc c'est une anomalie qu'on peut détecter sur l'ECG. Voilà, cet ECG nous montre une tachycardie jonctionnelle à 210 battements par minute. Si on essaie de chercher l'onde P, on ne va pas la voir ici. Elle est plutôt rétrograde. Elle est là. Vous voyez ce petit crochetage? Donc c'est une tachycardie à QRS fin
avec une onde P rétrograde, donc c'est une tachycardie jonctionnelle. S'il était sinusal, on allait avoir l'onde P avant le QRS. Cinquième anomalie, le flotteur atrial. Il est très très fréquent chez les enfants. Donc le flotteur atrial, c'est quoi? Donc normalement, on a dit tout à l'heure que le flux né au niveau du nœud sinusal descend à travers l'oreillette pour rejoindre le nœud auriculoventriculaire et par la suite le faisceau de His. Lorsqu'on a un flotteur, on a un phénomène de ce qu'on appelle la macro-réentrée. Au lieu de descendre, le flux rentre dans un cercle vicieux et de temps en temps, il va conduire un QRS. Donc le flux descend de la veine cave, donc à côté du nœud sinusal, au niveau de l'oreillette, puis ici, il remonte pour rejoindre ça. Donc c'est une sorte de boucle, ainsi de suite. Ça donne cet aspect-là. Vous voyez, en toit d'usine, vous avez l'impression, en dents de scie, en toit d'usine, ça se voit surtout en inférieur, c'est-à-dire en D2, D3 et AVF. Si vous essayez de voir, vous allez voir plusieurs ondes F. Ce n'est pas des ondes P, c'est des ondes F. Et pourquoi elles sont négatives en D1, D2, D3? Parce que si vous voyez ici, le flux, il remonte. Par contre, D2, D3, AVF, elles sont en bas. Donc, c'est normal que les ondes F soient négatives en D2, D3, AVF. Le flotteur atrial, ça se traite aussi facilement par ablation ou cryothérapie. Donc, on va interrompre avec le circuit. Par exemple, vous voyez ces trois bleus. Donc, on va interrompre soit par cryothérapie, il y a plusieurs techniques. Donc, la tachycardie ventriculaire, attention, la tachycardie ventriculaire, c'est assez sérieux. Donc, c'est une tachycardie à QRS large, comme vous voyez ici. On n'a pas d'onde P, on a une dissociation auriculo-ventriculaire. Donc, cet aspect est assez alarmant parce que ça risque de passer rapidement vers la fibrillation ventriculaire. Donc, les QRS en des tailles différentes, comme vous voyez ici. Donc, c'est le même aspect qu'avant, mais avec des QRS de taille, d'amplitude différente. Donc, c'est directement la mort après la fibrillation ventriculaire. Donc, il faut choquer les malades pour éviter ceci. Dernière anomalie chez les enfants qu'on peut retrouver sur l'ECG, c'est le bloc auriculoventriculaire complet. Ça veut dire quoi complet? Ça veut dire qu'il y a plus de contact entre l'étage auriculaire et l'étage ventriculaire. Donc logiquement, on aura l'étage auriculaire qui va battre à son propre rythme. Nous avons des PP qui sont réguliers, des espaces PP qui sont réguliers, voilà. Ici, nous avons une onde P, l'onde T qui n'est pas visible, puis P, et ainsi de suite, P sur QRS, alors que les QRS, ils battent à leur propre rythme. Voilà, sur cet ECG, vous voyez les P, ils sont à leur rythme, et les QRS à leur rythme. Ça aussi, c'est grave parce qu'il y a risque... Oui, je conclue bientôt. Voilà, j'ai trois ECG, donc ils vont essayer de résumer ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un ECG d'un enfant de 1 an. Qu'est-ce que vous voyez sur l'ECG? Hein? Un rythme régulier sinusal, très bien. Un axe du cœur qui est D1 AVF, il est comment? Il est normal, on va dire qu'il est normal. Et qu'est-ce qui frappe ici? C'est les ondes R qui sont amples en V1, V2, V3. Donc on a ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire droite. C'est un enfant de 1 an. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est normal, donc c'est normal, avec des troubles de repolarisation secondaire des entités négatives. Donc c'est un ECG normal chez un enfant de 1 an. Si on voit un adulte de 40 ans, on va dire qu'il a une BPCO. Deuxième ECG, avant-dernier ECG, on termine bientôt. Donc c'est un enfant de 10 ans. Donc c'est un rythme régulier sinusal. L'axe du cœur D1 AVF, il est normal. L'onde P normale, l'espace PR normal. QRS, est-ce que vous voyez une anomalie? Pas vraiment. Le segment ST aussi. Mais qu'est-ce qui dérange? C'est les entités qui sont négatives en V1, V2, V3. Il a 10 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est normal, oui. Ça va disparaître vers l'adolescence. Donc, normalement, c'est l'hypertrophie ventriculaire qui disparaît initialement. Par la suite, c'est les entités qui suivent. Ici, c'est un ECG d'un enfant. Je pense que c'est une arythmie respiratoire. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est un rythme irrégulier, mais sinusal. Et voilà, le dernier ECG. Ça fait large, tu vas dire, comme cardiologue. On vient de voir un ECG pareil. C'est une tachycardie supraventriculaire.
Et si vous voyez en D2, D3, AVF, vous voyez l'aspect en dents de scie. Donc, en doigt d'usine, c'est un flotteur. Comme on a vu tout à l'heure, il n'est pas très bien visible, donc je ne vais pas vous blâmer. Donc, je conclus. Le CG est un examen qui est très important en cardiologie, que ce soit adulte, que ce soit pédiatrique. Donc, les conditions d'enregistrement doivent être rigoureuses. On doit toujours savoir que le CG, c'est un examen paraclinique, ne pas oublier l'interrogatoire et l'examen clinique, et distinguer les variations physiologiques des variations pathologiques. Donc, chez l'enfant, il faut toujours interpréter le CG en fonction de son âge et ne pas hésiter à demander l'avis d'un cardiopédiatre ou rythmologue en cas de besoin. Merci pour votre attention. Les autres copains. Diana. Parce qu'il y a des appareils de CG et d'autres des petites. Oui, il y a des Est-ce qu'ils sont valables? Non, ils ne sont pas du tout valables, justement. Parce que si par exemple on revient vers notre CG de tout à l'heure, celui-là, voilà. Donc si on se base sur sur l'interprétation avec l'appareil, ça va vous dire que c'est un ECG qui est anormal, il a une hypertrophie ventriculaire droite, il a des entités négatives, il a un axe droit. Donc c'est une machine. Donc une fois le contexte du patient, c'est généralement pas très fiable. Mais pour les adultes, parfois elles donnent des anomalies qui n'existent pas, parfois le contraire, donc c'est pas vraiment fiable. Une autre question? Alors, c'est clair ou c'est pas du tout Je vais clair? poser une petite question par rapport à l'arythmie dont vous avez parlé. Oui. Est-ce que cliniquement, on peut avoir une arythmie physiologique à l'auscultation? Bien sûr. Donc ce qu'on voit sur le CG, on va l'entendre en auscultation. Donc c'est arythmie. Ah oui, c'est respiratoire chez les jeunes. Chez les adultes, non. Chez les enfants, oui, on peut avoir des RR qui ne sont pas réguliers et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont une hyperactivité vagale et du coup le frein il est important. À chaque fois qu'il expire, nous allons avoir un espace RR qui s'allonge. Merci beaucoup. On passe tout de suite à celle que je n'ai pas en retard.